Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale qui vient conclure notre série d'épisodes sur l'écologie en dialogue. Dans les émissions précédentes, nous nous sommes demandé comment la conversion écologique pouvait nous amener à changer de paradigme dans les sphères de l'économie, de la technique, de la politique ou encore de l'éducation. Aujourd'hui, je vous propose que l'on rêve ensemble un peu. Quel monde voulons-nous pour demain? Comment bâtir une société plus inclusive, plus attentive à la place des pauvres et à la terre? On va en parler tout de suite avec notre invité spécial. Il s'appelle Benoît Sibyl. Il est docteur en philosophie et membre du collectif chrétien Anastasis. Je le retrouve tout de suite. Bonjour Benoît. Bonjour Claire. Merci beaucoup d'être là. Merci à toi. Je suis contente de t'avoir pour cet épisode. Alors, tu es venu avec un objet aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous le présenter? Tout à fait. Je suis venu avec un sachet de graines Ouais, de poivrons. Ok. Graines de poivrons. Ok, c'est des poivrons, des graines de poivrons de chez toi? C'est ça, c'est des graines que j'ai récoltées sur les poivrons à la fin de l'été dernier. En Bourgogne, ok. Et que je vais devoir ressemer là bientôt. On est dans la période pour semer les poivrons pour la saison qui arrive. Alors, quelle est la symbolique des graines de poivrons? Pourquoi est-ce que tu as voulu nous le présenter aujourd'hui? C'est plus qu'une symbolique, en fait, c'est une réalité énorme. Si j'avais acheté mes graines, mes semences de poivrons dans une jardinerie, j'aurais eu des graines qu'on appelle F1 ou hybrides, c'est-à-dire des graines que j'aurais pas pu récupérer sur les fruits à la fin de la saison pour les ressemer l'année suivante. On peut les voir? Et voilà. La situation est qu'il y a un monopole sur le vivant, un droit sur le vivant qui fait qu'à l'échelle du monde, il y a 5 semenciers qui possèdent les droits sur les semences et les agriculteurs, les paysans et les paysannes du monde entier sont obligés de racheter leurs graines. Ils peuvent pas récupérer leurs propres graines. Alors évidemment, théoriquement, c'est la situation qui est faite et c'est ce qui met en difficulté les paysans dans le monde entier qui sont soumis à ce monopole-là. Mais évidemment, les paysans et les paysannes n'ont jamais arrêté de cultiver des graines qu'on appelle des graines reproductibles, mais qui sont simplement en fait des vraies graines, des graines qu'on peut récupérer d'une année sur l'autre. Ouais. Ces graines-là sont un reste d'autonomie de ce monde paysan. Une petite résistance. Une petite résistance qui vient mettre en branle tout un énorme univers. On est familier de questionner le modèle du supermarché ou de l'agro-industrie, mais on ne se rend pas compte à quel point c'est une filière qui est intégrée du début à la fin. Voilà. Et c'est les mêmes qui possèdent les semences, qui possèdent les pesticides et les intrants nécessaires à la culture de ces graines, et c'est les mêmes qui organisent jusqu'au bout les filières jusqu'au supermarché. Merci beaucoup Benoît. Je te propose qu'on aille s'installer en plateau et qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Avec plaisir. On y va? Allez, c'est parti. Benoît, on a beaucoup parlé de dialogue dans nos émissions précédentes, dialogue entre l'écologie et la politique, l'écologie et l'économie, l'écologie et l'éducation aussi. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, dialoguer? Alors, c'est une question difficile, parce que quand on prend un terme comme ça isolé, c'est toujours difficile, mais je pense que dialoguer, c'est à la fois toujours évidemment se confronter à d'autres, mais c'est aussi se confronter à soi-même. Pour se laisser déplacer dans un dialogue, ça veut dire qu'on doit aussi accepter d'avoir une sorte de capacité critique sur nos propres habitudes, nos propres pensées, nos propres modes de vie. Ça me semble important à prendre en compte. Et dans la société dans laquelle on vit actuellement, on a du mal à dialoguer, on le voit bien, le dialogue, on l'entend souvent, est rompu. Pourquoi? Comment ça se fait qu'on ait autant de mal à dialoguer? Et je vois 2 choses principales. Le premier, c'est le prolongement de ce que je te disais. En fait, ça nous remet en cause. Alors, par exemple, sur la question de l'écologie, les chrétiens ont très longtemps, et c'est encore souvent le cas, été méfiants parce qu'il y avait cette inquiétude, mais est-ce que ça veut dire qu'on va diviniser la nature? Et donc une sorte de méfiance parce que ça remettrait en cause notre identité, nos théologies, nos dogmes, les trucs sur lesquels on se rassure. Donc je pense qu'il y a quelque chose comme ça de mécanisme de défense qui bloque et il faut oser se poser ces questions-là, de se dire qu'est-ce que ça implique pour ma théologie, de me confronter à la question de l'écologie, par exemple. Et puis, aussi, et peut-être beaucoup plus massivement, l'obstacle, c'est les intérêts concrets. C'est-à-dire, on a des pratiques qui nous enracinent dans des mondes concrets. On décide pas, on n'a pas des idées comme ça qui naissent de nulle part. Et donc, on a des biens qu'on possède et dont on n'a pas envie de se détacher. On a des intérêts économiques du fait d'une position dans la société. Et donc, on pense toujours à partir de la situation dans laquelle on est. Et du coup, parfois, ça empêche de prendre le dialogue, d'accepter le dialogue, parce que ça impliquerait de se remettre en cause, de remettre en cause notre position, nos privilèges. Et donc, je pense qu'il y a des intérêts de classe, comme on disait avant dans le marxisme, qui déterminent massivement les difficultés de ce dialogue. Et donc, tu nous le dis, Benoît, il y a un enjeu à nous réapproprier nos existences, un enjeu à réinventer des imaginaires. On en parle tout de suite.
Benoît, tu nous dis qu'il y a un enjeu à reprendre possession de nos existences. À quoi ressemblerait la société idéale, selon toi? Comment tu la vois, cette société? Alors, je ne parlerai pas de société idéale comme si on pouvait la projeter dans le futur et la décrire parfaitement à l'avance. Parce que si la société idéale, c'est un truc qui est déjà préétabli et qu'il s'agit que d'appliquer, ça n'est plus une société du tout idéale. C'est quelque chose qu'on subit, quelque chose qui est de nouveau aliénant et écrasant. Alors, la société idéale, si on veut le dire comme ça sera d'abord et avant tout celle qu'on décidera collectivement d'inventer. Mais du coup, la question serait plutôt, mais avec qui doit faire partie de cette société-là? Et je pense qu'un défi pour nous, c'est de penser au-delà de l'humain. C'est concrètement de penser qu'il va falloir arrêter de penser les sociétés humaines comme étant un vase clos et essayer d'organiser nos modes de vie avec les autres vivants, avec nos écosystèmes, avec les milieux dans lesquels on est. Et alors, j'ai quand même envie de savoir quel est ton point de vue sur le système économique dans lequel on se trouve. Pour toi, économiquement parlant, vers quel modèle on devrait aller? Alors, je pense que l'idée même d'économie est problématique. C'est l'idée même qu'il y aurait une sphère autonome, séparée de la vie sociale, qui devrait régir la circulation des biens entre nous, etc. C'est déjà problématique. Il y a une sorte d'illusion, de fantasmagorie collective là-dessus, où on est fasciné par l'économie, on fait des grands traités qui décrivent les lois de l'économie, qui nous apparaissent comme des lois naturelles, etc. On va éventuellement mettre un peu de contradiction là-dedans, mais en réalité, la vie, c'est d'abord boire, manger, se nourrir. Et ça, c'est pas d'abord de l'économie, c'est d'abord de la subsistance. Et je pense qu'il faut vraiment repenser les questions à partir de la subsistance. Et c'est pas du tout négatif. Il faut penser comment, en fait, ce dont il s'agit, c'est vivre ensemble, vivre au sens où on est des vivants qui ont besoin de se nourrir, de manger, de partager un espace, d'habiter un espace. Chaque fois qu'il y a des effondrements, des contextes de guerre, des contextes climatiques, ce qu'on voit, c'est que ce qui survit, c'est pas l'économie. C'est pas l'économie qui sauve les gens. Ce qui survit, c'est qu'il y a des femmes qui ont continué de cultiver la terre pendant que les hommes se battaient. Et ce qui fait que ça reprend après, c'est pas des grands enjeux économiques, des grands plans de relance, c'est qu'il y a des gens qui ont concrètement organisé la subsistance. Et donc je pense qu'il faut repenser à partir de la subsistance, c'est ce qu'essayent de faire beaucoup de penseurs autour de la question de la décroissance. Aussi, aujourd'hui, en France, il y a beaucoup de théoriciens écoféministes, théoriciennes beaucoup, qui pensent à partir du concept de subsistance. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Et bien justement, sur cette question de la subsistance, d'autres veulent réinventer un modèle un peu différent. Je te propose de découvrir une expérience assez originale qui a lieu en Bretagne. C'est Bascule Argobat, une communauté de jeunes de 27 ans à 49 ans. Ils expérimentent un système de vie décroissant. On va te le montrer tout de suite. En fait, il y a eu plusieurs vagues depuis les années 70, en gros, de personnes qui ont décidé de quitter la ville pour aller vers un mode de vie plus alternatif. Mais là, particulièrement, depuis 3-4 ans, il y a eu un peu le phénomène des bifurqueurs, des personnes qui basculent, souvent des personnes qui ont fait des grandes études et compagnie, et du coup qui se disent, en fait, je ne veux pas contribuer au système actuel, et je ne vais pas aller dans une grande entreprise, je vais plutôt aller créer une alternative. Là, on voit, on a 150 degrés. Ouais, bon là, on a créé le feu. Voilà. Ce serait révolutionnaire de s'inspirer de la permaculture pour repenser l'économie, parce que la permaculture est un système qui se veut nécessairement décroissant. Une fois qu'on a tout ce dont on a besoin, eh ben on s'en limite, à la différence du capitalisme, ou en tout cas de la société actuelle. C'est-à-dire que là, on réfléchit plus en fonction de ce qu'on aimerait avoir, et puis une fois qu'on a ce qu'on aimerait avoir, eh ben on a encore envie d'avoir plus. Alors que la permaculture, l'idée, c'est justement de rester sur de la suffisance. C'est de se dire, en fait, là, j'ai un système qui a été pensé dans sa totalité, avec toute la nourriture dont j'ai besoin, les fibres dont j'ai besoin, etc. Et du coup, je vais me limiter à ça, je vais m'en contenter. Et du coup, quand on dit partager équitablement les ressources, on peut aussi dire partager équitablement les surplus. L'idée, c'est que tout ce qu'on a produit, que ce soit chez nous ou à l'extérieur, eh ben, on puisse le partager à des personnes qui en ont plus. Donc, c'est pas de capitaliser, au contraire. Donc d'un côté, on a le manque de ressources, enfin en tout cas la déplétion énergétique, et de l'autre, on a le changement climatique. Et en fait, comment on fait pour faire un projet de société là-dedans, avec ces deux contraintes-là, avec ces sortes de ciseaux-là, cet effet ciseau. Et du coup, comment on fait pour créer une société juste dans laquelle toutes et tous, on puisse vivre cette décroissance-là. Et ça, c'est hyper excitant. Benoît, qu'est-ce que t'inspire ce mode de vie décroissant qu'ils viennent de nous partager?
Mais ce qui me marque beaucoup dans cette vidéo, c'est la manière dont on voit comment des gestes quotidiens, des pratiques du quotidien impliquent plus largement une réflexion globale sur le monde. Et des gestes quotidiens qui sont ici les gestes de la permaculture, c'est-à-dire de la culture de la terre, notamment d'un potager, comme on le voit ici. En fait, c'est des gestes qui ont disparu de notre imaginaire, pour beaucoup d'entre nous en tout cas. Et c'est des gestes qui structurent en fait nos existences. On ne peut pas vivre en fait sans ça. On peut vivre sans argent, on peut vivre sans multinationales. On ne peut pas vivre sans semences de radis qu'on sème et qu'on récolte. On ne peut pas vivre sans semences de carottes, de courges, etc. Et du coup, de se rattacher à ça, ça remet le monde à l'endroit. C'est-à-dire que ce qui nous apparaissait comme le réel, c'est-à-dire l'économie, on ne cesse de nous dire que la réalité, c'est que vous êtes bien joli, c'est bien joli ce que vous dites, mais la réalité, c'est qu'il y a des nécessités écologiques. Eh bien, le réel réapparaît. Le réel, ce n'est pas les nécessités économiques. Le réel, c'est ça, la subsistance. Et ça nous rappelle qu'à l'échelle de l'histoire de l'humanité et puis du monde, il y a bien plus d'êtres humains qui ont vécu sans société d'accumulation de capital et de valeur que de sociétés d'humains qui ont vécu dans le capitalisme. Le capitalisme est une sorte de phénomène historique très limité, qui est assez récent, qui concerne une partie de l'humanité occidentale, qui a tendance aujourd'hui à s'étendre, mais c'est un bout de l'histoire qui pourrait être une parenthèse. Ce n'est pas une nécessité. Oui, je comprends. Toi, Benoît, tu es philosophe, mais tu es aussi au contact de la terre directement. Tu as une maison en Bourgogne, tu as un verger. Est-ce que tu témoignes personnellement que le fait d'avoir ce verger, de cultiver la terre, ça change ton rapport au monde, ça change vraiment ta manière de vivre au quotidien? Ah oui, pour moi, c'est essentiel. Et pas simplement mon rapport individuel, moi, ou celui de mes enfants avec notre jardin, mais ce que ça change concrètement, d'avoir dans son assiette des aliments dont on peut dire « Ah bah ça, ces légumes, c'est les légumes que j'ai achetés à Luc. Cette viande, c'est les porcs qu'élève Florence. Ce cidre, il a été fait par Armand. » Et d'avoir derrière tous ces noms des terres qu'on connaît, des bêtes dont on sait qu'elles ont été soignées, des plantes dont on sait qu'elles ont été cultivées avec soin. Ça crée un rapport au monde complètement différent. Et je pense que notre rapport au monde, tel qu'il est structuré par l'agro-industrie, qui est une filière massivement intégrée, et notamment pour nous consommateurs, l'expérience du supermarché, quoi. On achète des trucs. C'est une expérience du monde abstraite. C'est-à-dire qu'on a dans notre assiette quelque chose qui n'est pas un monde. On a des biens de consommation qu'on mange, puis qu'on digère, et puis c'est fini. Mais en réalité, dans notre assiette, c'est un monde. C'est des gens, c'est des êtres, c'est des vivants, c'est des plantes, c'est des bêtes. Et ça peut apparaître si on lui laisse la place, quoi. Si on démantèle aussi certaines filières. Et Benoît, il me semble que tu es père de famille de 4 enfants, c'est ça? Comment tu vois les enfants dans cette société idéale? Alors, t'aimes pas ce mot, je sais, mais dans cette société qu'on est appelé à construire, quelle place ils occuperaient, ces enfants? Je pense qu'une naissance, c'est toujours l'apparition d'un nouveau regard sur le monde, d'une nouvelle perspective sur le monde, et on a besoin de ça. C'est beau de dire comme ça, c'est beau. Ouais. C'est Hannah Arendt qui le formule ainsi, et c'est un renouvellement du regard sur le monde. Et s'il n'y avait plus de naissance, on s'enfermerait dans nos propres interprétations du monde, nos propres compréhensions. Et je vois bien, mais c'est l'expérience de beaucoup de gens de ma génération, nos parents ne comprennent rien à l'écologie, et puis nous, on apporte un nouveau regard, et je ne leur reproche pas. Mais de fait, il y a ce nouveau regard, et j'ai besoin de ce nouveau regard des enfants. Et c'est quelque chose de... Pour la naissance de notre 4e, on s'est posé pour la première fois une question qu'on ne s'était pas posée, de savoir dans quel monde il va naître. Vous voyez, c'est les consciences écologiques qui avaient pris de la gravité. Et en même temps, on a besoin de cet espoir qui apparaît avec chaque nouveau regard, quoi. Il y a en France, aujourd'hui, des lieux où des enfants expérimentent déjà un mode de vie très Laudato Si dans leur établissement scolaire, avec de nombreuses sorties dans la nature, une grande attention aux autres. C'est le cas de l'école Saint-Vincent à Hendaye. On va te la présenter. Vous avez fait vos vérifications vélo? Oui. Oh tout le monde, il y a besoin de silence là. L'objectif de cette sortie aujourd'hui, c'est l'observation. On va faire comme si on était une équipe de scientifiques qui vient explorer un endroit pour voir les êtres vivants qui sont là et les êtres vivants que vous pensez pouvoir voir mais que vous n'arrivez pas à voir aujourd'hui. On se dit que l'école Saint-Vincent doit d'abord et avant tout être un lieu où on va pouvoir apprendre soin du vivant, et un lieu où on va donner envie de grandir. On avait parlé beaucoup de canards, il n'y a que des canards? Il y a des crustacés. Oui. Il y a quoi d'autre? Des ragondins? T'en as vu un? Ah, qu'on voit pas, oui, c'est possible. C'est l'exemple de ce matin avec les élèves qui vont au bord de la baie de Assoa pour pouvoir apprendre en situation réelle. On prend les vélos, on va directement sur place, on observe les animaux, la faune, la flore pour de vrai, avec de vrais outils.
On doit pouvoir les accompagner en dehors de tout ce qui est lié à l'instruction sur le fait d'apprendre à mieux se connaître. Et c'est le programme justement qui s'appelle Mieux me connaître, où ils vont pouvoir apprendre à décortiquer leurs propres émotions. Moi, je me sens de bonne humeur et ce soir, mon besoin de sport va être satisfait et mon besoin de partage aussi. Et puis, il y a aussi la question de travailler et d'être avec les autres. Et c'est là la possibilité qu'on leur offre de prendre des responsabilités au sein de l'établissement. Donc ça, c'est le panneau qui reprend l'ensemble des responsabilités qui sont prises par les collégiens et les CM1, CM2 sur la base du volontariat. Donc on a des ludoconcepteurs qui fabriquent des jeux pour la cour de récréation, on a des bibliothécaires qui s'occupent des bibliothèques, on a des cycloposteurs qui vont amener les biodéchets sur l'autre site et les enfants prennent ça pour l'année sur la base du volontariat. Voilà, c'est vraiment une éducation à la responsabilité qui est très importante pour notre établissement. Benoît, qu'est-ce qui te marque dans les images qu'on vient de voir? Qu'est-ce qui te touche? Ce que je trouve impressionnant dans l'expérience que montre ce reportage, c'est la place qui est donnée à la pratique, en fait. Et je pense que c'est un biais énorme, enfin un défaut énorme de nos sociétés, d'avoir l'impression qu'on va résoudre les trucs par des idées. Et à l'école, c'est manifeste. Voilà. Tu dis ça alors que tu es philosophe. Et alors que je suis philosophe. Et je suis persuadé que nos idées naissent dans nos gestes. Et c'est une formule de Marx qui dit, dans l'idéologie allemande, c'est pas la conscience qui détermine la vie, mais c'est la vie qui détermine la conscience. C'est tout bête, ça veut dire, on pense jamais à partir de rien. On n'est jamais des purs esprits qui construisons des théories, des rapports au monde. On pense à partir d'une vie. Et si on veut habiter autrement le monde, si on veut construire des rapports autres avec les vivants, avec les autres vivants, c'est par des gestes que ça commence, pas par des discussions théoriques. Alors concrètement, comment être plus concret dans cette société? Comment vivre de manière plus pratique? Comment vivre de manière plus fraternelle, plus juste, plus sobre? C'est finalement le changement de paradigme auquel nous appelle le pape François, tous. Comment on se met en mouvement? Sur quoi est-ce qu'on s'appuie? On va en parler avec toi maintenant. Benoît, on a besoin de pouvoir s'appuyer sur des éléments concrets pour pouvoir mener cette transition écologique à laquelle on est appelé, pour pouvoir vivre ce nouveau paradigme. Comment est-ce que la foi peut nous aider à rêver ce nouveau monde et à bâtir très concrètement dès aujourd'hui ce que tu nous disais, ce nouveau monde? Il y a deux choses qui me viennent. Premier élément, c'est de se rappeler toujours que christianisme, c'est un mot qui est construit à partir de Christos, en grec, le Christ, qui désigne le Messie. Christianisme, ça veut dire messianisme. Et le messianisme, c'est quoi? C'est cette idée de l'urgence, ici et maintenant, d'une nouvelle forme de vie. C'est ça l'événement Jésus. Jésus n'est pas venu nous révéler un nouveau traité de théologie dogmatique. Il est venu dire, ici et maintenant, on forme une communion de frères et de sœurs. Et donc, je pense que le propre du christianisme, vraiment compris dans son essence, c'est de jamais projeter ce qu'on voudrait dans une sorte d'avenir qui arrivera un jour et qui serait une sorte d'idéal qu'il faudrait planifier ou vers lequel l'histoire devrait mener nécessairement. Mais c'est l'urgence de ici et maintenant vivre autrement, ici et maintenant partager le pain, comme c'est raconté dans les Actes des Apôtres. Donc en ce sens-là, le christianisme, comme messianisme, nous appelle à ne pas nous laisser perdre dans des planifications infinies qui remettent toujours à demain la révolution, mais à penser comment est-ce qu'aujourd'hui, ici et maintenant, on change réellement les structures. Est-ce que tu veux dire par là que les catholiques doivent se sentir très concrètement concernés par ce qui se passe et se mettre en action en raison même de leur foi? Je pense que la définition même d'un chrétien, c'est de convertir sa forme de vie, sa manière de vivre. Être chrétien, c'est pas adhérer à des énoncés. Ça, c'est une conséquence. Ouais. Et ces énoncés étant les conséquences d'une forme de vie manifestée en Jésus. C'est la révélation. C'est pas un traité dogmatique qui s'est incarné. C'est un homme qui a posé des gestes. Donc, être chrétien, c'est suivre ces gestes-là. Ouais. Et donc, aujourd'hui, très concrètement, je pense que ça veut dire des jeunes chrétiens qui sont motivés pour je sais quel projet, mais est-ce qu'ils se posent la question du modèle économique, de l'idée de boîte qu'ils veulent monter? Ouais. Est-ce que spontanément, ils vont créer une start-up parce que tout le monde crée des start-up, ou est-ce qu'on va dire peut-être qu'il faudrait créer une SCOP, une société coopérative de production? Peut-être qu'il faudrait repenser la question de la propriété privée entre nous. Ouais. Mais ça, c'est des questions très concrètes que les chrétiens ont tendance à ne pas se poser. C'est-à-dire, ah oui, mais mon projet est génial, voilà, peut-être un projet de start-up génial pour le recyclage des déchets ou je sais pas quoi. Mais est-ce qu'on pense les structures dans lesquelles on agit? Ouais. Et ça, je pense qu'on a aujourd'hui à mettre en place des structures. Les Actes des Apôtres nous racontent une structure nouvelle qui apparaît, celle de gens qui se rassemblent, qui mettent les biens en commun et qui aident les pauvres en lisant les Écritures. Voilà. C'est une structure. On a besoin d'inventer des structures qui puissent nous guider. Alors, donc, tu nous parles du christianisme messianique, et puis il y avait une deuxième chose sur laquelle tu voulais réagir en particulier?
Oui, parce que la question de comment la foi peut nous aider demande aussi un recul critique. Parce que concrètement, la foi a plutôt été un obstacle jusqu'ici, enfin à l'époque récente. C'est-à-dire que les catholiques et les croyants de manière générale, enfin les catholiques en particulier, sont les derniers à se mettre à la question écologique. Alors il y a eu certes des précurseurs dans le christianisme, et en France notamment, il y a eu des pionniers de l'écologie qui étaient chrétiens, mais globalement on y arrive très tard. On y arrive alors qu'il y a déjà des gens qui s'organisent depuis très longtemps pour essayer d'organiser d'autres manières d'habiter le monde. Et donc il faut s'interroger là-dessus, c'est-à-dire que pas simplement se dire ah oui comment ça va m'aider, mais l'examen critique, comment est-ce que la foi nous a empêchés? Et je pense qu'en effet, nos manières de comprendre les énoncés de la foi chrétienne ont parfois été trompeurs. On a eu parfois, et on a encore parfois, une théologie écocidaire. Qu'est-ce que ça veut dire, théologie écocidaire? Théologie écocidaire, c'est écocidaire qui détruit les écosystèmes. Je pense à une religieuse qui me disait oui, bon, d'accord, les questions écologiques, mais bon, de toute façon, à la fin, le monde est fini et puis Dieu nous sauve. C'est un énoncé qui est nihiliste, c'est un énoncé qui crée un désintérêt pour le monde. Dans la théologie, dans une partie de la théologie moderne, le monde est apparu comme un décor pour le salut de l'homme. Et ça, c'est des trucs massifs qui structurent l'éthos catholique ou l'éthos chrétien, l'être chrétien, et qui nous ont empêchés de nous tourner vers les questions écologiques parce que finalement, ça ne concernait pas le salut de l'âme. Alors que, voilà, se questionner là-dessus, c'est prendre conscience que la théologie, la tradition est beaucoup plus riche que ça. Pendant au moins 1000 ans de l'histoire de l'Église, la question n'est pas est-ce que les autres créatures seront sauvées? La question est comment est-ce qu'elles seront sauvées? C'est une évidence pour tous les pères de l'Église que les vers de terre, les chamois et les montagnes seront sauvés. C'est seulement pour nous, être étranges du 2e millénaire, et en particulier de la modernité, que cette question a disparu et qu'on a inventé des énoncés, des formulations de la foi qui rendaient aveugles à ce salut du monde. Donc voilà, je pense qu'il faut avoir ce regard critique sur notre foi qui fait aussi obstacle, et donc savoir la relire avec la tradition pour qu'elle puisse déployer son potentiel. Je voudrais savoir, et tu vas nous le dire juste après, si la politique est un nouveau lieu d'engagement aussi des chrétiens dans le cadre de la transition écologique. Je te propose juste avant d'écouter le témoignage de Pierre Urmic, qui est maire de Bordeaux et qui a quelque chose à nous dire sur ce sujet. On va l'écouter tout de suite. L'encyclique du pape François Laudato Si est une encyclique très politique. J'aime bien cette notion d'écologie intégrale, quand on dit que c'est à la fois le cri de la terre et le cri des pauvres, c'est-à-dire avec la dimension écologique et la dimension sociale, que le pape s'évertue à rendre totalement indissociable. Voilà, je me retrouve entièrement dans cette encyclique. La spiritualité vous aide à affronter le monde, pas seulement le monde politique, le monde tel qu'il est aujourd'hui. Elle vous donne l'espérance. Je souhaite qu'il y ait de plus en plus de chrétiens qui s'engagent. Je pense que les chrétiens sont aussi des citoyens et que si vous voulez changer le monde, il faut s'engager. Et Benoît, est-ce que tu penses du coup, comme Pierre Urmic, que tous les chrétiens doivent s'engager en politique? Alors oui, mais évidemment, là, la question, c'est qu'est-ce qu'on entend par politique? Bien sûr. Oui. Parce que c'est trop tentant de réduire la politique à soit la sphère strictement électorale, donc les mandats de nos élus, soit cette scène un peu séparée de la vie qui se déroule sur les plateaux télé, dans les débats. Si c'est ça, alors pas forcément, peut-être même que c'est un problème. Pierre Urmic a été un élève de Jacques Ellul qui a eu un mandat électoral et auquel il a ensuite il dit plus jamais, et qui considérait, en tant que chrétien aussi, c'était un théologien, que la voie électorale était probablement la pire, parce qu'il ne s'agissait pas de conquérir le pouvoir, mais au contraire de le détruire, de s'en libérer. Mais alors, à quelle forme de politique on doit se mettre? Par contre, oui, une vie politique pour tous les chrétiens, oui, mais parce que, je disais tout à l'heure que la vie chrétienne, c'était une forme de vie nouvelle. Une forme de vie nouvelle, ça veut dire une forme de vie politique, c'est-à-dire une forme de vie collective. Et donc, oui, on a à penser collectivement comment est-ce qu'on vit. Alors, on a besoin de mandats électoraux parfois, notamment pour faire sauter des verrous législatifs, par exemple, qui empêchent certaines choses ou qui permettent d'autres choses. Mais on a besoin surtout d'une réappropriation large de nos vies. Lorsque la ZAD de Notre-Dame-des-Landes est expulsée par l'État, les habitants de Notre-Dame-des-Landes, donc qui sont principalement des paysans, qui sur plus de 1000 hectares cultivent la terre et élèvent des bêtes, ils avaient une seule question en tête. C'était comment est-ce qu'on sauve les graines, comment est-ce qu'on évacue les brebis.
Alors évidemment, c'est pas ça qui a fait la une des journaux télé, parce que les scènes de conflit étaient plus médiatiques. Mais ça, c'était profondément politique. Comment est-ce qu'on maintient la subsistance? Comment est-ce qu'on maintient la régénération de la terre? Ces questions doivent concerner les chrétiens. En réalité, c'est dans La Communion qui vient, un essai qui a été publié il y a quelques années, qui commence en disant « On a l'impression que les gens sont dépolitisés, en réalité, nos existences sont surpolitisées. » Je pense que c'est un jugement très net, très juste. Nos existences sont surpolitisées. C'est-à-dire, tous nos gestes, tous les objets qui sont autour de nous, les outils techniques que nous avons, dépendent d'une organisation globale de nos vies. Donc on est en permanence dans de la politique. La question, c'est comment est-ce que ça devient de nouveau un acte volontaire, un acte collectif. Benoît, tu as écrit il y a quelques mois un recueil de poésie, Habiter parmi les simples, qui n'est pas sans lien avec tes engagements. Pourquoi tu as voulu écrire ce recueil ? Alors, j'ai pas voulu l'écrire parce que la poésie, je crois que c'est quelque chose qui naît un peu d'une sorte de nécessité intérieure. Et puis, j'ai pas écrit un recueil, j'ai écrit au fil de ma vie. Et en particulier, c'est des textes qui sont nés depuis qu'on habite en Bourgogne avec ma famille et qui sont nés beaucoup autour du jardin. Et ce que j'ai voulu écrire là-dedans, c'est retranscrire. Je me considère pas tellement comme un poète qui construirait des vers, mais j'ai voulu retranscrire ce que j'ai vu de poétique, ce que j'ai découvert de poétique dans les actes aussi triviaux que de semer des carottes, de tondre des brebis ou de tailler un arbre. Voilà. La poésie, c'est quelque chose de très intime, mais tu as accepté de nous partager un de tes poèmes. Alors, je te propose de t'écouter maintenant. Arbre qui chante avec le vent, herbe tremblante sous le givre qui fond, une foule d'insectes court à chacun de nos pas. Compagnons silencieux, sans vous, nos vies seraient muettes. Merci beaucoup Benoît pour cette conclusion poétique et politique. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Génération Laudato Si'.